je sais que tu voulais qu'on parle de la fameuse vache de Montbéliard. Voilà, Montbéliard, c'est hyper important, c'est incontournable. Je pouvais pas parler de tout, il y a tellement de choses à dire ici. Bah écoute, je te promets que la prochaine fois je vais revenir et on va faire un portrait exclusivement sur toi. Voilà, ok? Susceptible, hein? Montbéliard, durant l'Antiquité, eh ben c'est pas grand-chose. Non, le principal oppidum de la tribu celte des Séquanes, qui occupe la région à l'époque, c'est évidemment Besançon. Mais il y a une deuxième agglomération d'importance dans le coin, c'est pas non plus Montbéliard, mais c'est pas loin, c'est ici, à Mandeure, qui s'appelle durant l'Antiquité, à l'époque de la Gaule romaine, Epauman-Duodurum. Oui, c'est très dur à dire, je me suis entraîné au moins une semaine. Epauman-Duodurum. Et pourquoi Epauman-Duodurum est plus importante que Montbéliard durant l'Antiquité? Eh bien c'est parce que ici, au pied de la ville, il y a le Doubs qui circule, la rivière qui passe. Et évidemment, les fleuves, les rivières, c'est les premières voies de communication de l'Antiquité, bien avant les routes. C'est là que les marchandises et même les hommes sont transportés, c'est des bons points de repère. En plus, ici à Mandeure, eh bien il y a ce qu'on appelle une rupture de charge pour le Doubs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus en amont. Il est plus navigable, donc on doit décharger les marchandises. Donc qui dit marchandises dit trafic, échange, commerce, richesse. La ville va se développer et elle va tellement être prestigieuse et importante qu'on en a un vestige qui est parvenu jusqu'à nous, qui est derrière moi. C'est le fabuleux théâtre antique de Mandeure. Regardez, certainement un des plus grands de la Gaule romaine. Ah oui, non, Mandeure, durant l'Antiquité, c'était quelque chose. Et voilà pourquoi le site de Mandeure, il est plus important que Montbéliard durant l'Antiquité. Parce qu'il y a le Doubs qui passe à Mandeure. Et le Doubs, il passait pas à Montbéliard. C'est donc véritablement au Moyen-Âge que le site de Montbéliard va se développer autour d'un château pour surveiller la frontière sud du Saint-Empire romain germanique auquel Montbéliard appartient, et donc pour surveiller au sud ce qui était à l'époque le royaume de Bourgogne, les héritiers des Burgondes. Et attention, moi j'ai été interprète, les Burgondes c'est des chauds, donc il faut un gros château qu'on va construire sur un éperon rocheux, c'est le site de Montbéliard. D'ailleurs l'étymologie de Montbéliard, ça vient sans doute de là, le mont de la Bellegarde, il est là ce château. Alors au début il était un peu plus à l'ouest, on l'appelait le Châtel de Vent, mais avec les siècles il va être reconstruit, il va se développer, notamment à l'est avec le Châtel derrière, dont vous avez ici de magnifiques vestiges, il date du 15e, 16e siècle, avec la tour Henriette et la tour Frédéric. Ça surveille le coin. Montbéliard, au Moyen-Âge, c'est donc une ville qui va se développer autour de son château, et qui très vite va devenir marchande, commerçante, surtout quand au XIIIe siècle, elle va obtenir des franchises commerciales. Et pour moi, un des souvenirs les plus émouvants de ce passé commerçant de la ville au Moyen-Âge, c'est ici, devant les Halles, cette pierre à poisson. Une pierre à poisson du XVe siècle. Et oui, là où les marchands venaient pour vendre et débiter le poisson frais pêché dans les nombreux cours d'eau de la ville. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Pour en finir avec le Moyen-Âge, on va retourner sur les terrasses du château de Montbéliard devant la tour Henriette, parce que cette tour est un symbole hyper important pour l'avenir de Montbéliard. En effet, elle est construite au début du XVe siècle, époque vachement troublée pour le pays, et même pour le comté de Montbéliard. Il y a la guerre de 100 ans, il y a la famine, il y a la peste surtout qui ravage la région. Du coup, les habitants de la ville vont plus penser à se calfeutrer derrière de nouveaux remparts plutôt que de continuer à faire du commerce. Donc voilà pourquoi le châtel derrière, au début du XVe siècle, il est renforcé par cette tour ronde là qui plus tard va s'appeler la tour Henriette. Pourquoi la tour Henriette, Là, c'est ce que vous avez envie de me dire. C'est ce que vous avez envie de me dire ou pas? Eh ben alors je vais vous répondre. La tour Henriette, en fait, c'est une référence à la bienfaitrice du coin, Henriette de Montbéliard. C'est la fille du comte. Et comme ici, le titre, il se transmet par les femmes, eh bien, elle devient comtesse. Donc, c'est un parti à marier hyper important. Évidemment, tous les voisins convoitent le coin, ils se disent, hop, on va choper Henriette, on va choper Montbéliard, les Français, les Bourguignons. Mais finalement, c'est un germanique du Saint-Empire qui va l'emporter, le comte de Wurtemberg. Et du coup, Montbéliard va rester relativement indépendante jusqu'à la Révolution. Tout ça grâce à Henriette, qu'on appelle ici Tante Héry, Tata Héry, c'est le Père Noël du coin, c'est Saint-Nicolas. On la fête à Noël, elle apporte des gâteaux aux enfants. Merci Henriette.
Montbéliard, durant la Renaissance, c'est donc un comté, puis un duché, puis une principauté qui va rentrer dans la zone d'influence du Saint-Empire romain germanique avec les ducs de Wurtemberg. Mais le comté de Montbéliard va quand même garder une relative indépendance, une relative autonomie. La preuve, ils sont francophones, ça parle français, hein, déjà, ça calme. En plus, en matière religieuse, ils vont aussi vouloir rester indépendants par rapport à l'empereur Charles Quint, qui lui évidemment est catholique. Eh bien, le duc de Wurtemberg, lui, il va devenir protestant. Il va même abolir le catholicisme ici en 1538. Du coup, on va construire des temples comme celui que vous avez derrière moi, début du XVIIe siècle, le temple Saint-Martin, qui est certainement le plus ancien temple protestant encore en activité de France. Magnifique. Et là, je suis sûr que vous vous dites, ah oui d'accord, le comté de Montbéliard, c'est des chauds, hein, on interdit le catholicisme en 1538, sympa en matière d'intolérance religieuse. Sauf qu'en même temps, il va y avoir un véritable élan d'humanisme. Par exemple, on va obliger les enfants à partir de 6 ans, que ce soit des garçons ou des filles d'ailleurs, à savoir lire et écrire pour bien comprendre la Bible. Et oui, il y a une libéralisation du savoir pour le rendre accessible à tous, hein, aux grands comme au peuple. Voilà, tout le monde doit avoir accès à la connaissance. Pas mal ça en termes de modernité, non? Ah, c'est progressiste. Bon, je vous laisse, hein, j'ai rendez-vous. Allez, je suis en retard. Montbéliard, à l'époque moderne, c'est la guerre de 30 ans. Alors qu'est-ce que c'est que la guerre de 30 ans au XVIIe siècle? En gros, c'est les guerres de religion qui se poursuivent. Mais cette fois, le point de départ, il n'est pas en France, il est dans le Saint-Empire romain germanique. On a les Habsbourg, qui sont des catholiques autrichiens, ils veulent remettre l'église au centre du village. Ils vont persécuter les protestants. Il y en a plein dans l'Empire, hein, des protestants en Suisse, en Allemagne, pensez à Luther, Calvin. Bref, les Habsbourg, ils vont commencer à les persécuter. C'est la guerre. Nos princes à Montbéliard, eux, ils sont protestants, mais ils veulent rester neutres, ils veulent pas d'embrouille. Et comme ils sont francophones, ils vont demander l'aide de la France, qui les protège un petit peu. Et les Français, ils sont super contents, ils sont contents d'intervenir, parce que eux, ils veulent vraiment faire la guerre aussi au Saint-Empire romain germanique, qui encercle le royaume du Nord avec les Pays-Bas, jusqu'au Sud avec l'Espagne. Donc les Français, ils interviennent, et c'est parti pour la guerre de 30 ans qui va durer jusqu'en 1648. La France sort grand vainqueur, le Saint-Empire romain germanique est pulvérisé, l'Alsace est annexée, la Franche-Comté est annexée, Montbéliard est sacrément isolé. Isolé, Montbéliard est surtout affaibli. Parce que je peux vous dire que la guerre de 30 ans, ça va ravager la principauté, hein, pas que la ville, hein, tout le coin, tout le pays. Par exemple, ici, à Saint-Julien-les-Montbéliards, le temple, il a été saccagé hein, au XVIIe siècle. En plus, le prince, là, le duc de Wurtemberg, il avait foutu le camp en exil. Ils étaient tout seuls, hein. Ils ont été vraiment massacrés. Hein. La population, là, dans le cimetière, il y avait du monde. Et là, on se dit, les Français, ils vont se farcir Montbéliard. Hein, effectivement, ils vont y penser tout au long du XVIIe siècle, avec Louis XIV, qui va venir plusieurs fois avec des troupes, là, pour voir s'il peut pas les choper. Mais finalement, il va y renoncer. Il va grignoter les terres tout autour, hein, notamment les 4 terres. Montbéliard va devenir de plus en plus réduit, de plus en plus isolé. Et surtout, c'est économiquement que les Français vont étouffer Montbéliard. D'abord, ils vont imposer une monnaie française. Et ensuite, à l'heure des ponts et chaussées et des grands chemins royaux du royaume, hein, qui relient par exemple Lyon à Strasbourg, le Rhin au Rhône, avec des grandes routes, des grands chemins royaux, comme ici, hein, l'ancienne nationale 83, et bien cette route qui passe de Besançon à Belfort pour aller jusqu'en Alsace, elle passe pas par Montbéliard, elle est sur la frontière. Et oui, le pays de Montbéliard, durant l'Ancien Régime, eh ben, il est de l'autre côté, il est enclavé, il est isolé. Allez, je retourne à Montbéliard, c'est les petits chemins. Montbéliard, à l'époque contemporaine, c'est donc une ville qui va être rattachée à la France après la Révolution. Et oui, notre principauté va alors devenir une sous-préfecture du Doubs. Même pas la préfecture, non, c'est Besançon. Sous-préfecture, la chute est rude, quoi, c'est chaud. Mais heureusement, Montbéliard va très vite relever la tête. Elle va se redresser grâce à son économie. Parce que grâce au rattachement à la France, eh bien, la ville de Montbéliard va enfin être désenclavée. On va notamment créer des canaux pour relier le Rhin au Rhône. On va améliorer les routes et il y a l'arrivée du chemin de fer. La révolution industrielle va faire exploser le dynamisme de la cité pendant la révolution industrielle. Alors si je vous dis révolution industrielle dans la région, on pense tout de suite à Peugeot. Et oui, Peugeot, Sochaux, Montbéliard, c'est ici. Mais avant la famille Peugeot, il y avait la famille Japy.
une famille d'horlogers, donc spécialistes en matière de montres, qui vont ensuite développer leur savoir-faire sur le métal, sur la quincaillerie, les ustensiles de cuisine, les machines agricoles, les casques. Il faut savoir que près de 3 millions des casques de nos poilus de la Première Guerre mondiale, ils vont être fabriqués par les usines Japy, qui ne sont pas tout à fait à Montbéliard. Le berceau, il est à Beaucourt, et ça va rayonner ensuite. Beaucourt, Audincourt, Dampierre, ici à Fèche-le-Châtel. C'est encore très vivant, hein. Regardez ici derrière moi à Fèche-le-Châtel, vous avez des vestiges de l'usine et de l'entreprise Japy qui ont été rachetés par l'entreprise Christelle, et ils fabriquent encore aujourd'hui des ustensiles de cuisine hyper haut de gamme. Attention, les mecs, ils sponsorisent Top Chef. Ah non, non, c'est pas n'importe quoi. Montbéliard, aujourd'hui, c'est évidemment le souvenir de l'aventure Peugeot. Un souvenir, que dis-je, une empreinte encore très vivante, très présente, très dynamique ici à Montbéliard et en particulier à Sochaux-Montbéliard avec les usines Peugeot et notamment un musée qui raconte cette aventure incroyable de la famille Peugeot. Alors pour la faire courte, ça a commencé en 1810, pas loin d'ici, dans un moulin à Hérimoncourt. Les Peugeot, c'est une famille de paysans, ils ont des moulins depuis toujours, ils travaillent le grain, ils travaillent le textile, le chanvre, mais ils vont changer, ils vont se mettre à travailler le métal, l'acier. Dans un premier temps, ils vont fabriquer des ressorts pour la grosse horlogerie, pour la famille Japy, qu'on a vu tout à l'heure. Mais ensuite, ils vont se diversifier. D'abord, ils vont fabriquer des scies très particulières, et d'ailleurs, le nom de Peugeot, l'emblème de Peugeot, le lion, ça vient de là, parce que les scies, elles sont robustes, elles sont souples, elles sont dentelées, elles sont acérées, un peu comme un lion. Voilà pourquoi l'emblème de Peugeot, c'est un lion. C'est avec ces fameuses scies Peugeot. Et ensuite, ils vont se mettre à faire même des machines dont le fameux moulin à café Peugeot. Quand je vous dis que tout est parti d'un moulin du côté d'Hérimoncourt, eh ben c'est pas de la quiche. Le fameux moulin à café Peugeot, eh bien c'est aussi ce qui va faire le rayonnement des Peugeot, qui s'arrête toujours pas là. Après les moulins, après les machines, ils vont aussi se mettre à la mode. Et là, ils vont révolutionner la mode avec les crinolines. Vous savez, les crinolines, c'est ce qui est sous les jupes des femmes, là, au 19e siècle. C'est hyper lourd. Ça pèse 5-6 kilos. En plus, les meufs, elles ont des corsets, elles peuvent pas respirer. Bref, c'est invivable. Mais tout d'un coup, Peugeot, grâce à son acier révolutionnaire, va fabriquer des crinolines de 300 grammes, pas plus. Du coup, les meufs, elles se les arrachent. L'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, elle ne jure que par Peugeot. Et les Peugeot, ils s'arrêtent encore pas là. Après, la mode, le textile, l'acier, les machines, ils vont se mettre au vélo. Les fameux grands billes inspirés d'Angleterre, ils les fabriquent Peugeot. Et évidemment, qui dit vélo dit ensuite automobile. Et là, les images parlent d'elles-mêmes. Encore aujourd'hui, Peugeot, le groupe PSA, et maintenant c'est Stellantis, eh bien ça rencontre un succès toujours renouvelé, inégalé. Ah, attendez, il faut que je vous montre un truc. C'est pas parce que Peugeot s'est mis à cartonner dans l'automobile qu'ils ont renoncé à fabriquer d'autres trucs, Ils continuent à se diversifier. Un exemple incroyable, regardez derrière moi, années 70, premier lave-vaisselle. C'est Peugeot. Bon, ça n'a pas cartonné à l'époque, mais ensuite, c'est vite devenu indispensable. Moi, la vaisselle, ça, j'ai jamais su, jamais. Des hues en jouet. Ah bah là, c'est mon rayon préféré du musée, Le rayon à toute berzingue. Regardez ça, la 205 Turbo 16, championne du monde des rallyes en 86. C'est la vraie, c'est celle de Cancounen. Regardez ça, l'habitacle. C'est bon? Moi, je vous laisse, ça y est, j'ai trouvé mon Graal. Quand je vous disais que la famille Peugeot, ils sont partout à Montbéliard, à Sochaux. Regardez derrière moi. Le centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard, longtemps la plus belle pelouse du championnat de France de football. Eh bien en fait c'était un château, une résidence de la famille Peugeot, pas loin des usines de production. Aujourd'hui c'est devenu le centre de formation du club. Allez Sochaux, bientôt en Ligue 1. Montbéliard, c'est une ville qui, après avoir réussi le pari de la révolution industrielle, est en passe de réussir celui de la révolution écologique, la nouvelle modernité, le retour au vert, à la nature, au terroir, et il est si riche ici.
C'est vrai que Montbéliard, c'est une ville aux deux visages. D'un côté, vous avez un bâti industriel très présent, Peugeot est partout ici, mais il y a encore des poumons verts, comme ici au Pré-la-Rose, où on voit la richesse bucolique, champêtre, rurale, environnementale de la ville, avec ses cours d'eau, avec ses forêts, avec ses montagnes, le Jura. Il y a aussi dans le Pré-la-Rose de nombreuses références scientifiques qui rappellent qu'ici c'est une terre d'intello. Rappelez-vous que depuis le XVIe siècle à Montbéliard, les gamins à partir de 6 ans, qu'ils soient garçons ou filles, ils doivent apprendre à lire et à écrire. C'est la patrie de Georges Cuvier, des gens qui ont appris à observer, à découvrir, à maîtriser la nature, tout en la respectant. Tout Montbéliard est là. Ça y est les amis, c'est fini pour cette chronique sur Montbéliard avec Atout de Berzinc. J'espère que ça vous aura plu. On va terminer en musique. Pierre, tu nous chantes un petit quelque chose, c'est la fin, c'est un chant d'adieu. Donc place au Carnix, spécial dédicace à Camelot. Alexandre Astier, écoute-nous bien, interprète Burgonde, représente Carnix. On est dedans. Elles sont susceptibles les Montbéliardes, mais c'est grâce à ça qu'elles nous font du bon Morbier, du comté, de la cancoyote. Tu connais TFN? La cancoyote, c'est un mets ben franc-comtois, tout en plottant la charlotte, on se beule la gueule à l'arboué. Tu connais ça? Ils s'en fout complètement.